Merci, Madame la Présidente. Alors, chers collègues, je tiens d'abord à souligner que je prononce ce discours à partir des territoires non cédés algonquins et Anishinaabe. Je me lève aujourd'hui pour parler en faveur de la deuxième lecture du projet de loi C-282, intitulé « Loi modifiant la loi sur le ministère des Affaires étrangères et du Commerce et du Développement, entre parenthèses, gestion de l'offre ». Je ne veux pas répéter les arguments de la marraine du projet de loi, la sénatrice Gerba, ni ceux du sénateur Forêt qui ont expliqué le pourquoi et les objectifs de la gestion de l'offre. Je sais aussi que le sujet de la gestion de l'offre des produits laitiers, des œufs et de la volaille est un sujet qui peut polariser bien des Canadiens. Pourquoi faudrait-il payer plus cher pour les fromages, les œufs et la volaille? C'est évidemment une question légitime. Plusieurs économistes, et mon mari en est, sont contre la gestion de l'offre. Et surtout quand on aime les fromages français d'un certain type qu'on ne peut pas avoir chez nous. Pour ma part, je suis économiste, mais je ne considère pas que la théorie économique me permette de rejeter du revers de la main le système qu'on a au Canada. Je ne me considère pas assez informée pour me prononcer a priori sur la gestion de l'offre et sur le fait qu'il soit évident que les coûts de cette mesure soient plus grands que les bénéfices qui y sont associés. Je considère que c'est un système complexe, fortement réglementé, que l'on ne doit pas attaquer sans connaissance de cause. Alors, dans ce qui suit, je vais essayer de vous convaincre qu'il faut voter rapidement en faveur de la deuxième lecture du projet de loi C-282. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce projet de loi n'est pas un vote sur la gestion de l'offre. C'est un vote sur une question de principe. Le principe étant le suivant: est-ce que nous voulons soustraire aux négociations de libre-échange des éléments institutionnels qui nous distinguent comme pays, comme dans le cas des industries canadiennes culturelles et de nos programmes sociaux? Alors, j'arrive à la substance de mon discours. Le projet de loi C-282 tient en quelques lignes. Il modifie la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement dans le but d'interdire aux ministres de prendre des engagements au nom du gouvernement, d'augmenter les importations de produits laitiers, d'œufs de volaille ou de réduire les tarifs. Bref, le projet de loi interdit aux ministres de négocier au nom du gouvernement des ententes de libre-échange sur le dos de la gestion de l'offre. Et pourquoi cette attribution à la faveur de la gestion de l'offre? La réponse est simple. Ce système fondé sur le contrôle de la production, des prix et des importations est complexe et surtout, chers collègues, il a beaucoup de valeur. Il vaut plus de 36 milliards de dollars, en fait, près de 37 milliards, et j'y reviendrai. Si les Canadiens veulent transformer ce système, ils peuvent le faire. Mais je suggère que ce soit dans le cadre de choix et de décisions transparentes prises dans le contexte d'un débat public. À première vue, ce système de gestion de l'offre fonctionne assez bien. Il s'est avéré efficace pour assurer la stabilité de l'approvisionnement local pour ces denrées essentielles, ce qui était l'objectif visé. Il n'est pas légitime, à mon avis, de s'attaquer à cet enjeu de manière indirecte, par le biais des négociations de libre-échange, car les enjeux sont importants. Les choix de politique publique faits dans les années 70, dans les années 1970, ne peuvent être mis en question que dans le cadre d'autres choix de politique publique, en toute connaissance de cause. Comme d'autres l'ont dit avant moi, il a été mis en place dans les années 70 afin de répondre à des problèmes de surproduction qui faisaient baisser les prix de ces denrées essentielles et menaçaient
la viabilité des fermes canadiennes. I repeat, it was put in place. Je répète, il a été mis en place dans les années 1970 afin de répondre à des problèmes de surproduction qui faisaient baisser les prix de ces denrées essentielles et menaçaient la viabilité financière des fermes canadiennes. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous raconter une petite anecdote personnelle. Et le sénateur Cotter présente souvent, en préambule de son argumentation, des petites anecdotes personnelles qui réussit, en tout cas toujours, à capter mon attention. Alors, je me suis inspirée de sa pratique. Mon père a été longtemps propriétaire et chauffeur de taxi, et ce jusqu'à mes 10 ans. Il était un chauffeur professionnel et fier de l'être. Il travaillait de longues heures et il aimait être son propre employeur. C'est pour ça qu'il était propriétaire de son taxi. À cette époque, et encore aujourd'hui, l'industrie du taxi est fortement réglementée et suit les principes de la gestion de l'offre. Une personne ne pouvait pas et ne peut toujours pas s'improviser chauffeur de taxi. Avant Uber. L'offre était strictement réglementée avant l'arrivée d'Uber par un nombre fixe de permis pour les voitures de taxi. Alors, mon père avait donc acheté un permis de taxi qui lui permettait de faire du taxi dans la ville de Montréal. Donc, une personne comme mon père, dont l'occupation était chauffeur de taxi, il devait avoir un permis de conduire, évidemment, il devait avoir une voiture et il devait acheter un permis de taxi. Les permis de taxi, le prix de ces permis variait beaucoup selon la conjoncture, mais ils étaient en nombre fixe. Alors, à la fin des années 50 et au début des années 60, l'activité économique au Canada a fortement ralenti. Et mon père, pourvoyeur de famille, avait de la difficulté à couvrir les coûts liés au taxi et à gagner suffisamment d'argent pour nourrir la famille de 4 enfants que nous étions. Les prix des permis de taxi commençaient à baisser. C'est normal, il y avait moins d'activité, c'était plus difficile de gagner son. Alors, le prix des permis commençait à baisser. Mon père eut alors l'idée de vendre son permis de taxi de la ville de Montréal, avant que ça baisse trop, pour acheter un permis moins cher, une petite ville adjacente, et afin de pouvoir continuer à faire du taxi de longues heures et empêcher de s'endetter. Toutes ces conversations se sont imprimées dans ma tête, car ma mère était bien inquiète de la décision de mon père. Finalement, l'industrie du taxi a pris beaucoup de temps à se remettre de cette récession du début des années 60, et mon père a été finalement obligé de vendre le deuxième permis de taxi et d'arrêter de faire du taxi, car malgré les longues heures de travail, il ne réussissait pas à couvrir les coûts de son affaire, de sa business. Alors, cet épisode m'a beaucoup marqué, mais m'a permis de comprendre un petit peu le fonctionnement de l'industrie du taxi et la base, je dis bien la base, de la gestion de l'offre. Contrôler l'offre de service par l'émission d'un nombre limité de permis de taxi. Quand je faisais ma maîtrise à Western, à l'Université Western Ontario, cela m'a permis de me distinguer lors d'un examen, alors que la plupart de mes collègues n'avaient pas compris la question. Parce qu'évidemment, la question de la gestion de l'offre est une question complexe. Vous vous demandez quel est le lien avec C282. Alors, il est bien simple. Les agriculteurs de l'industrie des produits laitiers, des œufs et de la volaille doivent aussi acheter un permis de produire. Ce sont des quotas de production. Ces quotas de production sont en nombre limité et quand ils ont été émis par le gouvernement en 1970 pour limiter la production, ils ont été distribués gratuitement. Mais avec le temps, les fermes ont changé de main et donc les quotas ont pris une valeur. Et actuellement, les quotas s'échangent mensuellement, tous les mois, selon le prix de l'offre et de la demande. Ainsi, un agriculteur qui
qui veut produire du lait et qui veut en faire une entreprise ne peut pas s'improviser à produire du lait, des œufs et de la volaille. Il doit d'abord acheter des quotas de production, comme le permis de taxi. Pour une ferme de taille moyenne au Québec, la valeur des quotas de production peut se situer autour de 1,5 million de dollars. Et ça, si ma mémoire est bonne, c'est une ferme qui a à peu près 64 vaches. Et cet investissement de 1,5 million de dollars pour le quota de production ne compte pas la valeur des bêtes, ni de la ferme, ni du terrain. C'est pourquoi les quotas de production sont considérés des actifs financiers. Et affaiblir indirectement le système de gestion de l'offre au moyen des ententes de libre-échange qui ouvrent le marché à l'importation, c'est jouer sur les actifs des producteurs fermiers et sur le montage financier des fermes canadiennes. Ça, c'est important, parce que ces fermiers-là, ils s'endettent pour acheter des quotas. Collègues, comme l'ont très bien expliqué la sénatrice Gerba et le sénateur Forêt, la gestion de l'offre dans les produits laitiers, des œufs et de la volaille repose sur 3 piliers: les quotas de production, la gestion des prix et le contrôle des importations. Il est clair qu'une libéralisation du secteur à travers les ententes de libre-échange aura des effets sur les prix des produits et sur la valeur des quotas de production. La gestion de l'offre du secteur du lait, des œufs et de la volaille est un système complexe et c'est beaucoup en raison de la réglementation sous-jacente, mais il est très important pour le Canada. Selon une étude de la Bibliothèque produite en 2018 avec des données de 2017, ce secteur représente près de 350 000 emplois, une production de 29,6 milliards et près de 7 milliards en revenus pour les gouvernements. Mais il y a plus encore. La valeur des quotas de production atteignait en 2017, comme je le disais, près de 37 milliards de dollars. C'est la valeur de la gestion de l'offre. Et c'est réparti dans toutes les provinces, dans toutes nos régions sénatoriales. L'Ontario, par exemple, la valeur des quotas représente 14 milliards de dollars. Au Québec, c'est 10 milliards de dollars. J'arrondis. Pour la région de l'Ouest, Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, c'est 11 milliards de dollars en actifs financiers. Et pour les provinces maritimes, ça représente 2 milliards de dollars. Donc, ça vaut quelque chose. Et lorsqu'on ouvre le marché, je me répète, aux producteurs étrangers qui sont largement subventionnés par leurs gouvernements respectifs, notre système est perturbé et on ne connaît pas l'ampleur des conséquences inattendues de cela. Pour cette raison, je suis en faveur de ce projet de loi qui empêche le ministre des Affaires étrangères de faire des concessions dans le cadre des négociations de libre-échange. Le système de la gestion de l'offre est trop complexe pour le soumettre au ballottement des négociations de libre-échange. À mon avis, il vaut trop cher. Pour ces raisons, je vais voter en faveur du projet de loi et je vous invite à le faire indépendamment de votre position concernant la gestion de l'offre. Comme vous le savez, le vote en deuxième lecture d'un projet de loi est un vote sur le principe d'un projet de loi et la question devant nous est la suivante. Sommes-nous d'accord avec le principe de cette loi? Or, cette loi part du principe général qu'on ne veut pas transformer nos institutions, qu'elles soient culturelles, sociales ou économiques dans ce cas-ci, par le truchement des ententes de libre-échange. Par ailleurs, je vous rappelle aussi que ce projet de loi a été adopté en troisième lecture dans l'autre chambre et a eu l'appui des 4 chefs ont voté en faveur. Donc, il ne m'apparaît pas légitime de voter contre ce projet de loi en deuxième lecture. Merci, thank you, very much.